Aujourd'hui, vous le savez certainement, mais nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Huguet et Jérôme Guibert pour présenter l'ouvrage qu'ils ont dirigé, Penser les musiques populaires, publié dans les éditions de la Philharmonie en cette fin d'année du coup 2022. Bon, je pense que tout le monde vous connaît très bien, Jérôme et Guillaume, mais bon, je vais quand même vous faire une petite présentation. Alors, Jérôme, tu es du coup sociologue, professeur des universités à la Sorbonne Nouvelle. Tu es directeur à l'Institut à la communication et des médias, par lequel tu mènes une partie de tes recherches également. En 2002, tu as cofondé la revue du coup Volume avec Samuel Etienne et Marie-Pierre Bognol, si je ne me trompe pas, sous les éditions du coup Mélanie Sautin, celle-ci créée avec Samuel quelque temps auparavant. Parmi les ouvrages notables, tu as écrit avec Catherine Rudan Made in France Studies in Popular Music, paru chez Routledge en 2018. Tu es l'auteur aussi de la production de la culture chez Irma Setin en 2006, ouvrage qui est issu de ta thèse, il me semble d'ailleurs. Euh, enfin, comme si ce n'était pas suffisant, tu es aussi membre du comité de la revue Metal Music Studies. Voilà, pour le pédigré de Jérôme. Et pour du coup, côté Guillaume, tu es docteur en sciences de l'information et de la communication, éditeur du coup, des éditions d'IMAT et professeur d'esthétique aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Euh, Parmi tes faits d'armes, tu es l'auteur de YouTube et les métamorphoses de la musique, issu de ta thèse aussi, je crois, que tu as soutenu en 2018. Le livre a été publié chez INA en 2021 et tu as aussi coordonné les recueils Trap chez Audimat et Divergence en 2021, puis Chill encore chez Audimat en 2022. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, j'ai bien présenté. Alors, côté livre, pour le présenter, et après, je vous laisserai la parole du coup. Bon, le livre prend pour départ du coup les dernières décennies durant lesquelles voilà, les mondes de la musique ont radicalement été transformés, notamment avec les progrès techniques de l'enregistrement. Et du coup, voilà, la recherche anglophone s'en est saisie de ces bouleversements pour renouveler les outils conceptuels autour de la musicologie, des SHS plus généralement, ainsi que des cultural studies, pour former les Popular Music Studies à partir du coup, des années 80. Donc, vous nous sauvez un petit peu en dirigeant cet ouvrage des traductions Google Trad et DeepL, en nous proposant, et c'est inédit en France, une traduction des textes fondateurs du chant, tout en questionnant ses apports. Alors, le livre comprend des recherches très variées euh, autour de différents grands auteurs qui ont marqué ce champ, notamment sur le travail visuel de Beyoncé et Lady Gaga par Carole Vernalis, l'étude français sur les années yéyé du coup d'Antoine Aignan, mais aussi voilà, sur les carrières punk vieillissantes d'Andy Bennett. Donc voilà, ces travaux explorent du coup les transformations des musiques populaires confrontées à de nouveaux enjeux rythmés autour de la marchandisation et la circulation des biens. Penser les musiques populaires pose les premiers jalons d'un renouvellement de la recherche francophone sur les formes et les pratiques musicales contemporaines. Voilà, donc je vous laisse la parole du coup pour présenter mieux cet ouvrage plus en profondeur du coup. Merci beaucoup, Manuel. Donc, en fait, on n'est pas au même endroit là avec Guillaume. On a l'idée, c'est que je vais parler, mais enfin, Guillaume va intervenir quand tu veux, Guillaume, par rapport à ça au début. Et puis après, dans la deuxième partie du PowerPoint, on parle tous les deux alternativement sur certaines slides. Mais l'idée, c'était vraiment aussi d'établir une discussion parce qu'il y a plein de choses qui sont dans le bouquin qui parlent à plein de gens. Et il y a aussi plusieurs personnes enfin pas mal de gens qui ont été investis en fait d'une manière ou d'une autre dans le bouquin, et dont certains sont là, qui pourront aussi donner leur point de vue. C'est plutôt une trame pour pouvoir discuter du bouquin, surtout que
si jamais c'est vraiment de 17 à 19 heures, du coup, ça laissera quand même beaucoup de temps pour débattre, voilà, plutôt que de répondre aux questions, peut-être de donner des points de vue. Alors, donc, j'ai préparé un petit PowerPoint. Voilà. Alors, je ne sais pas. Ouf. Alors, comment est-ce que. Là, j'ai partagé mon écran. Comment je passe à la slide d'après, du coup? Merde. Sur ton clavier, les touches haut et bas, ça ne fonctionne pas quand tu es sur. Ah, Voilà. ouais, Ah oui, ouais. là c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, ça, c'est le bouquin. C'est un bouquin qui est format 45 tours. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, moi qui me disais, ah bah, pour une fois, je vais sortir un bouquin qui n'est pas format 45 tours, ça va changer de volume. Bah non, pas de peau. Ils ont décidé de le sortir comme ça. Et donc, je suis vraiment condamné au format 45. Peut-être que Guillaume, lui, ça lui fait plus plaisir parce que ça ressemble. Enfin, c'est différent d'Audimat. Mais voilà, puis c'est un bouquin, vous pouvez caler vos meubles avec. Hein, il est super épais. Mais bon, en tout cas, enfin, ouais, on est assez content de la présentation, de la mise en page. Comme ça, chaque partie, il y a une page en noir. Et puis après, il y a nos présentations qui sont en gris. Et après, il y a les textes qui sont en blanc. Enfin, ça permet de se repérer quand même pas mal dans le bouquin. Et en fait, donc, j'ai un propos en 4 points de présentation. Donc, c'est vraiment, je vais rentrer dans le contenu, mais que lors du quatrième point. D'abord, j'avais noté ça. Comment est né ce projet? Donc, projet d'un Reader Popular Music Studies, rassembler des textes de recherche sur la musique. En fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien Guillaume que moi, on avait un petit peu cette idée de faire un bouquin un peu global qui rassemblerait pas mal de textes, qui montrerait un peu le foisonnement des recherches sur les musiques populaires. Et à un moment, on a pu connecter tous les deux via la Philharmonie. C'était l'époque où le responsable des éditions s'appelait Stéphane Roth. Donc, c'était en 2017. On s'est retrouvé un peu dans un café parce que moi, il m'avait dit, ouais, ça pourrait, qu'est-ce que tu en penses de diriger sur un bouquin comme ça? Enfin, j'avais parlé avec Stéphane Roth et je sais que Guillaume avait aussi parlé avec Stéphane Roth de son côté. Et finalement, à un moment, il nous a proposé de faire ça ensemble, ce qui était plutôt bien parce qu'on se connaissait sans se connaître avec Guillaume et puis on avait des parcours quand même assez différents. Déjà, on n'est pas de la même génération, puis on n'est pas dans les mêmes disciplines et tout ça, donc ça pouvait être bien. Moi, de mon côté, j'avais un peu cette idée, on avait cette idée, on avait développé en fait cette idée de faire un raider déjà 4 ou 5 ans auparavant avec des collègues de la revue Volume, enfin du comité de rédac, des gens qui étaient dans l'association. Donc il y avait Emmanuel Parent, Jedediah Clower et puis Mathieu Saladin. On s'était réunis pour essayer de faire une sorte de sommaire parce que à l'époque, on avait été marqué par un bouquin que je mets là, c'est le bouquin qui s'appelle Culture Studies Anthologie, qui était co-dirigé par Hervé Glévarec, Éric Massé et Éric Maigret. Et en fin de compte, ils avaient fait un peu ce qu'on voulait faire pour les musiques populaires, mais eux, ils l'avaient fait pour les Cultural Studies en général. Ils avaient repris un certain nombre de textes de la tradition des Cultural Studies. Enfin, si jamais le terme tradition correspond à Cultural Studies, mais ok, je mets ça de côté. Donc, aussi bien des textes anglais qu'américains principalement, mais aussi du monde anglophone en général. Et dedans, c'est un bouquin qui est quand même assez inestimable parce que même si c'est sur les cultures populaires en général, il y a déjà pas mal de textes traduits sur la musique populaire, comme il y a un texte de Paul Willis, deux textes de Angela McRobbie, dont un sur les musiques populaires. Il y a un texte de Dick Ebditch, il y a un texte de Muggleton sur les styles, enfin, le punk, le gothique, etc. Donc, en fait, ils mentionnent déjà, ils disent qu'il y a, enfin, il n'y a pas énormément de textes qui sont traduits en français, mais ils mentionnent déjà des textes qui sont parus dans Volume.
ou dans d'autres revues, comme par exemple le texte de Hebdish sur les mods, qui est paru dans la revue Réseau en 96, je crois. Mais bon, bref, ils disent que c'est le début. Et en fait, quand on avait vu ce truc-là, après, moi, j'avais discuté avec Éric Maigret et Éric Massé, parce que j'étais allé à la sortie de ce bouquin-là en 2006. Et en fait, dans les années 2010, je leur avais dit que finalement, nous, on avait un peu, on aurait bien aimé faire ça pour les musiques populaires. Et ça, c'était une maison d'édition. C'était chez Armand Collin, mais en coédition avec l'INA. Et en fait, c'est pour ça que avec Emmanuel Parent, Jedediah et Mathieu Saladin, en fait, on avait l'idée de le proposer à cette collection-là, Armand Collin, INA. Mais en fait, cette collection, enfin, vous savez comment c'est la vie de l'édition, cette collection, en fait, elle a fini par s'arrêter. Et donc, en fait, on était parti dans d'autres trucs, on avait tous plein de boulot. Et après, il y a eu ce truc de Stéphane Roth. Alors, je ne sais pas si Guillaume, lui, il peut raconter comment ça s'est passé de son côté, ses projets d'anthologie, mais finalement, du coup, quand on s'est reconnecté, voilà, on s'est dit que ce serait bien qu'on le fasse tous les deux, tout en disant qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas encore en français de readers sur les Popular Music Studies. Donc, voilà, c'en est un premier qu'on vient de sortir. Mais en fait, le plus il y en aura, le mieux ce sera. Enfin, donc, le deuxième point là, dans cette présentation que je voulais développer, enfin, sauf si tu veux dire tout de suite quelque chose, Guillaume, sur les projets avec Euh, Moi, je rajouterais juste un truc, c'est que, un peu comme ce que tu disais là, où avec l'importance de ce reader, moi, c'est aussi un moment où je pense qu'il y avait Amsterdam qui traduisait les bouquins sur Stuart Hall. Et en fait, je me disais que c'était important d'avoir d'une part des traductions et aussi des livres qui, soit en cultural studies, mais aussi en popular music studies, fassent des sortes de mise au point épistémologiques sur un héritage, c'est-à-dire pas seulement citer des textes, mais les rendre accessibles et aussi les resituer dans des débats, en fait, pas seulement dans des bibliographies, mais de les remettre au sein de débats. Et tu vois, de la même manière que je pense que Cultural Studies, l'anthologie, ça t'avait inspiré. En fait, j'y avais pas trop pensé là ces derniers temps, mais c'est vrai que c'était un peu le moment où il y avait les bouquins de Stuart Hall qui étaient traduits. Et moi, ça m'a aussi fait me dire que ça valait le coup de faire un peu un bilan aussi épistémologique de ce qui s'était passé en Popular Music Studies. Et oui, j'avais proposé aussi à Stéphane une anthologie parce qu'il y avait tous ces textes. En fait, moi, j'avais commencé à accumuler énormément de textes qui étaient importants pour moi, qui étaient en anglais, que je traduisais moi-même par bout dans ma thèse ou ailleurs. Et j'avais acheté aussi tous ces readers qui coûtent super cher, qui sont les readers anglo-saxons. Et donc, je me disais, mais en fait, c'est pas possible. Là, j'en achète un. Enfin, je suis à mon 5e ou 6e reader et à chaque fois, il faut que je dépense Hmm. tout cet argent pour juste avoir accès au texte. Donc, il y a quelque chose à faire. Ouais. En plus, j'en parle un petit peu dans le deuxième point, mais c'est super que tu aies dit comme ça, c'est bien qu'il y ait un côté un peu wild aussi. Et alors, donc, du coup, le deuxième point, c'est, voilà, j'ai mis ça comme ça, c'est réunir deux collectifs dans lesquels on était impliqués. Ça, c'était pour dire que ce qui, du coup, était assez intéressant, c'est que, enfin, outre le fait qu'on se connaissait quand même un petit peu, parce que, enfin, que moi, j'ai un papier, par exemple, au deuxième numéro d'Audimat, mais que aussi Guillaume, il avait soumis des papiers à volume. Il avait même fait une interview de Stern avec Jedediah. Enfin, et puis il y avait une implication où on se croisait de temps en temps. Ce qui était intéressant, c'est que on était tous les deux dans des collectifs, enfin, en tout cas, dans des mouvements de personnes qui, à la fois, travaillaient ou faisaient des recherches sur les musiques populaires, mais aussi étaient investis dans des logiques d'édition. Donc, du coup, moi, c'était plutôt du côté Mélanie Sétain, donc à la fois avec la revue Volume. Enfin, là, j'ai mis un exemple parce que, enfin, j'ai mis une image, mais parce que depuis 3-4 ans, mes étudiants, quand je leur montre un volume en papier en cours, ils disent: Ah, mais ça existe en print, parce qu'ils croient que c'est simplement que sur Kern et sur Open Edition, mais en vrai, ça existe aussi en matériel. Et comme vous le savez, ici, je parle avec des gens qui sont des connaisseurs. Et puis aussi, la collection Musique et Société, il y a le dernier, c'est l'ouvrage de Anna Cuomo, euh, que j'ai en innovation, mais bon, j'ai mis aussi le bouquin, le Disorder. Et que du coup, c'était un peu
le cas aussi pour Guillaume qui était investi dans d'autres dans d'autres disons espaces, mais en fait qui étaient des espaces vraiment complémentaires, donc qui est arrivé en fait sur cette édition, enfin sur l'édition de la réflexion sur les musiques populaires, et finalement de manière assez complémentaire à ce qu'on faisait avec l'association Mélanie Sétain, à la fois pour la revue et puis après pour les bouquins, vraiment nouvelle génération, entre guillemets, par rapport à ma génération, parce que moi je suis né en 1970 et voilà, je pense que Guillaume, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il doit être né au milieu des années 80. Donc voilà, donc il y avait un peu cette dynamique qui était double, et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait déjà un peu mis les mains dans le cambouis pour ces questions d'édition. On avait aussi discuté avec des auteurs voilà, qu'on connaissait, donc ça nous permettait voilà, de créer cette espèce de dynamique pour essayer de fournir le reader. Et le troisième petit point que je voudrais dire, ou alors peut-être, non, Guillaume, tu vas peut-être déjà dire quelque chose sur le deuxième point. Non, vas-y. Non, c'est bon. Donc, c'est qu'en fin de compte, vous savez que, enfin, j'imagine que quand on doit faire un bouquin où il y a beaucoup de traductions, c'est super compliqué parce que ce n'est pas un bouquin collectif où on demande aux gens des textes, par exemple, suite à un colloque ou quelque chose comme ça, mais c'est des textes qui existent déjà. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi demander des droits. Donc, il faut demander des droits et puis il faut donc avoir des traducteurs, mais aussi des traducteurs qui connaissent un peu qui connaissent un peu le sujet. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y avait une dynamique, parce que là j'ai noté Jedediah qui est dans l'association Mélanie Sétain, il avait par exemple traduit le musiqué de Christopher Small, où Antoine Aignan avait fait la préface quelques années auparavant. Et donc en fait, Jedediah, il a beau être docteur en sciences de l'infocom, il est aussi traducteur. Et donc du coup, il a emmené en fait au début une première team de traduction avec d'autres gens de l'association Mélanie Sétain, comme Michael Spanu, qui sont aussi adhérents, certains sont adhérents de l'ISPM, Michael Spanu, Emmanuel Parent, Dario Rudi. Et puis ensuite, il y avait cette idée, parce qu'au début, on a commencé en 2017 le projet, donc en fait, au début, on pensait que ça serait sorti en 2020, quelque chose comme ça. Donc, il y avait l'idée de faire assez vite. Et donc, en fait, on a fait un collectif de traducteurs plutôt qu'il n'y ait qu'une seule personne qui traduise. Et en plus, au-delà de ces personnes-là, qu'on traduit 3 ou 4 textes, Jedediah, Michael et Emmanuel, qui sont donc aussi des chercheurs en musique populaire, en plus de différentes disciplines, puisque Jedediah est en infocom, Michael Spanu est en socio, Emmanuel Parent est en musicologie. Du coup, il y avait d'autres personnes comme Dario Rudi, Jérémy Joseph. Et finalement, il y a eu aussi des gens qui étaient plutôt de l'équipe de Audimat qui sont venus, comme Fanny Quément, Jean-François Caro. Et donc, en fait, ça fait un collectif de personnes. Et ce qui était intéressant, c'est que il a bien fallu aussi se coller à cette question-là, même si j'avoue que moi, j'en étais un peu loin, parce que c'est vrai que j'avais traduit quelques textes pour volume, mais je ne me considère pas comme un traducteur vraiment professionnel. C'était vraiment l'époque où, voilà, c'était ça, où c'était do or die, quoi, à l'époque, au début de volume. Mais finalement, il a fallu qu'on discute sur toutes ces questions, de savoir qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on traduit pas. Donc, vous verrez dans l'anthologie, si vous la lisez, que par exemple, Popular Music, on l'a traduit par musique populaire. Donc, musique populaire au pluriel, avec des S. Mais ça, c'est une discussion qu'on avait eue plein de fois au sein de l'ISPM-BFE. Je me rappelle que pas mal de gens étaient d'accord pour traduire Popular Music par musique populaire au pluriel. Et par contre, Popular Music Studies, on l'a gardé en anglais, parce que, comme un peu Cultural Studies. Et après, au niveau des termes, ça, c'était vraiment... Là, j'avoue que Guillaume a été super proactif aussi sur les discussions qu'on avait, parce que
malgré tout, on est aussi marqué par sa génération. Puis moi, il y avait pas mal de textes traduits que je voulais mettre en italique. Mais voilà, Guillaume, il était non, c'est bon, voilà, ça fait partie du langage. Les gens qui doivent lire ça, enfin, ils considèrent que c'est des mots. Je veux dire, évidemment, rock, c'est un mot, voilà, c'est un mot qui passe nickel dans la langue française aujourd'hui, mais voilà, il y a plein de mots, on ne sait jamais si on doit les traduire ou pas. Et donc là, on a eu comme des débats qui étaient, enfin, en tant que tel, on avait fait un petit texte, mais finalement, il n'y avait pas vraiment la place. Il y a que quelques lignes, je crois, qui sont restées au début dans une sorte de petite préface, mais là, il y aurait plein de choses à dire sur ces questions-là, mais on pourra y revenir après. Je ne sais pas si tu veux dire des trucs sur la trad et sur l'équipe de trad et sur le collectif, Guillaume. C'est bon. Donc voilà, on pourra en reparler après si vous voulez. Donc le deuxième point qu'on voulait, enfin, dont je voulais vous parler, là, que j'ai noté, qu'est-ce qu'un reader en Popular Music Studies? Parce que déjà, j'ai dit des choses là, il aurait fallu que je les définisse auparavant, mais il fallait que je les place à un moment. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de structurer un peu. D'abord, il y a cette question de reader, parce que ça veut dire quoi, reader? Ben, en réalité, c'est quelque chose qui est très peu développé en France. Et parce que quand on est étudiant en France, qu'on a envie de rentrer sur un sujet, et par exemple pour les cours qui sont donnés en licence, souvent en France, on a des manuels. Donc souvent, c'est enfin, quelqu'un qui s'y connaît dans le boulot. Mais alors, quand c'est des savoirs un petit peu plus anciens, c'est plutôt enfin, des profs de lycée agrégés, par exemple, qui vont faire une sorte de manuel avec des notes sur les théoriciens et puis sur les champs de recherche. Mais en fait, souvent, ou alors, il faut lire l'auteur dans le texte. Et lire l'auteur dans le texte, c'est-à-dire acheter un bouquin de l'auteur, etc. Et par exemple, du coup, il y a plein d'étudiants enfin, qui n'ont jamais lu Marx, par exemple, parce que voilà, ça leur fait peur de rentrer, par exemple, dans le tome 1 du Capital. Et donc, du coup, ils lisent des manuels ou des gloses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la tradition française. Alors que, enfin, pour faire des idéotypes, on pourrait dire la tradition américaine, il y a cette idée du reader. Et le reader, c'est en gros, là, j'en ai noté deux parce que c'est des il y a soit il peut y avoir des readers il y a des gens qui connaissent par cœur ce que je dis, mais je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est qu'il y a des readers sur des auteurs. Là, j'ai mis le reader sur Michel de Certeau, ou il y a des readers sur des thématiques. Là, par exemple, j'ai proposé le reader sur les subcultures, qui est un reader, enfin ça c'est la deuxième édition par Ken Gelder, mais la première, il y avait Sarah Tanton avec lui, qui est un reader qui est incroyable. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet de lire l'auteur dans le texte. Donc, les différences d'univers d'écriture, les différences de point de vue, ça permet de les savoir au début quand je discutais avec des Américains ou plus largement des anglophones, d'auteurs ou de choses comme ça, ils connaissaient certains textes, j'étais fasciné, je me dis, mais comment ils y sont allés mais en fin de compte, ils ont lu en fait, des sélections. Hein, c'est bon, évidemment, aujourd'hui, c'est un petit peu la mode des playlists ou des curateurs dans la musique, mais en fait, c'est un peu pareil là, au niveau universitaire. Le fait que le chapitre, par exemple, lire un braconnage de Certeau, il soit connu, c'est parce qu'il était dans des readers américains, et enfin, je veux dire en langue anglaise. Et donc là, c'est pareil, il y avait vraiment cette idée de faire un reader. Mais faire un reader, c'est difficile parce que les maisons d'édition, elles ne sont pas habituées à ça. Elles disent, ah quoi, mais ah bon, ah oui, vous voulez prendre des textes, mais qui existent déjà, pour faire une sorte de compilation historique et tout ça. Et en fait, enfin, moi, je pense que ça va se développer parce que c'est aussi lié à, enfin, dans enfin, un environnement numérique et dans le contexte dans lequel on est, je pense que c'est une bonne solution de continuer à motiver les lecteurs. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette idée-là de faire un reader. Le deuxième point que je voulais développer, c'est sur les Popular Music Studies. Sauf, attends, Guillaume, tu veux peut-être dire un truc sur les readers.
Donc, on pourra en discuter après. Donc, sur les Popular Music Studies, parce que comme c'est un reader en Popular Music Studies, je voulais dire plusieurs choses. D'abord, donc, en fait, les Popular Music Studies, c'est vraiment une tradition, puisque l'IASPM, c'est vraiment un avatar des Popular Music Studies. Donc, c'est vraiment le début des années 80. C'est, il y a, comme vous le savez, par exemple, la thèse de Philippe Tag sur la bande-son de la série Kojak, c'est en 1979. Les premiers colloques, donc c'est au tout début des années 80. La revue Popular Music, c'est pareil. Et donc, en fin de compte, il y a une tradition, et cette tradition-là est née vraiment à un moment. Elle est née à ce moment-là. Et les gens parlent en anglais, mais c'est vraiment une tradition internationale, même si elle est assez anglophone. Et donc, en fait, nous, avec Guillaume, on se disait, quand les gens ils bossent, par exemple, sur le rap ou sur le punk ou sur le reggae, etc., ils chopent des textes, mais ils chopent des textes sur les musiques, en popular music studies, mais ils font pas forcément le lien parce qu'ils sont dans une tradition française, ils sont dans une discipline. Par exemple, ils sont dans des programmes où ils sont dans une discipline au sens institutionnel. Mais du coup, on se disait, c'est le moment de rappeler ça, de faire le bilan de toute cette tradition qui existe depuis le début des années 80, d'autant plus qu'aujourd'hui, au tout début des années 20, du 21e siècle, on est vraiment à un tournant. De plein de manières, on est à un tournant. Donc, parce que depuis 80, ça fait 40 ans que la dynamique Popular Music Studies, elle existe, que l'IASPM existe, etc. Qu'est-ce que ça va devenir? Par exemple, il y a des critiques, il y a des gens qui disent, ouais, par exemple, il y a la force Sound Studies, il y a plein de finalement de controverses et de débats, et finalement, les gens ont du mal à comprendre, ça c'est des débats qu'on avait aussi, les gens ont du mal à comprendre que quand les Popular Music Studies se sont développés, c'était un truc, mais bien extrême, parce que c'était vraiment un combat, parce que c'était vraiment contre-intuitif pour l'institution, que ce soit enseigné à l'université, qu'il y ait des recherches là-dessus. Aujourd'hui, c'est un peu lisse, ouais, je bosse sur les cultures populaires, mais à l'époque, c'était super. C'est comme quand on faisait un groupe de rock qu'on répétait dans les années 60, c'était hyper dur, alors que dans les années 2000, bon, bah voilà, ça passait, oui, papa, maman, je vais répéter. Bon, bah là, c'était pareil pour cette histoire-là. Il y a eu vraiment un mouvement, il y a eu 40 ans, et donc l'idée, c'était de refaire un peu le point, refaire un peu le bilan sur tout ça. Donc, il y avait des textes importants, il y avait des textes piliers qu'on retrouve souvent dans les readers. Là, j'en ai mis quelques-uns. On Record, c'est peut-être bien le premier reader historiquement dirigé par Simon Freeth et Andrew Godwin, qui est sorti en 91, où il y a une quarantaine de textes, mais c'est vraiment hallucinant. Et je pense que les claques qu'on a eues, aussi bien Guillaume que moi, à lire ça, l'idée, c'est waouh, mais il faudrait que d'autres personnes soient au courant que ça existe. Et effectivement, c'était que traduit en français à dose homéopathique. J'en ai mis un autre, le reader dirigé par Andy Bennett, Barry Shank et Jason Tonby. Donc, et puis j'ai mis aussi le Sound Studies, as Popular Culture, parce que donc ça, notre idée, c'était vraiment de faire ça et de reprendre des textes des trucs de base, parce que finalement, Tag, il a été un peu traduit, mais très peu, à tel point que, par exemple, nous, dans Volume, quand on a publié le texte sur les musiques noires en 2007, ça a refait un débat dans le monde francophone, alors que c'était 20 ans après que le texte a été publié dans le monde anglophone. Donc, ça voulait bien dire que mettre le texte de Tag qu'on a mis, c'est vraiment un texte de base que toute personne, normalement, qui va dans les colloques internationaux de l'IASPM connaît. Mais en fait, il y a plein de gens dans le monde francophone qui ne le connaissaient pas. Donc, en fin de compte, nous, quand on a commencé à discuter avec Guillaume, on s'est dit, voilà, un texte de Tag, un texte de Peterson, un texte de Simon Freeth, un texte de Grossberg, un texte de Tiadonora. C'était important de mettre un peu ces textes qui étaient des textes centraux. Voilà.
Donc, je reviens, je pourrais parler des textes qu'on a pris de ces auteurs centraux, mais à la limite, on pourra en reparler après dans la partie 4, Et alors, donc, notre but, c'était un peu de faire un état des lieux pour avoir, je dirais, au moins un kit de survie, surtout que une partie du boulot, on n'a même pas à la faire parce qu'en mettant ces auteurs-là, déjà, ils se citent les uns les autres. Et c'est pareil quand il y a des traductions en français, parfois de temps en temps, c'est un peu isolé. Mais là, il y avait tellement la masse, comme il y avait 25 textes, ça permet aussi de comprendre cette espèce de cohérence, cette espèce de dynamique, dynamique Popular Music Studies pour le lecteur francophone. Et du coup, en fait, il y a des débats qui traversent les Popular Music Studies, bon, qu'on retrouve dans l'IASPM historiquement, quand on y va. Je pense par exemple le débat dans les fins des années 80 sur pop versus rock, enfin, où pop c'est commercial, rock c'est authentique, jusqu'à temps qu'en fait il y a un renversement de ça en disant ouais, mais quand Philippe Tag a commencé à parler par exemple de rockisme, quand finalement les gens qui bossaient sur le rock avaient du mal à accepter d'autres manières d'envisager, que ce soit des manières plus commerciales ou que ce soit des manières plus locales, comme par exemple la chanson française, entre guillemets, ou alors les débats mainstream versus indé, ou alors l'arrivée du genre et l'arrivée de la race au sein des débats de l'ISPM, enfin plus largement l'arrivée des Popular Music Studies, etc. Enfin, toutes un peu ces dynamiques-là, on peut les retrouver dans les différents textes parce que finalement, il y a des textes de différentes époques. Le plus vieux texte, il date de 63, puisque c'est un texte de Howard Baker, et le plus récent, il date de 2018. Donc, on a des textes un peu des différents moments. Et après, plus largement, pour terminer sur le point 2, il y avait cette idée qu'est-ce que j'ai marqué, cette idée, évidemment, cette idée de la définition. Bon, bah là, évidemment, on n'est jamais sorti. C'est quoi les popular music? C'est quoi les popular music studies? Donc, et d'ailleurs, on s'en rend compte, puisque dans les médias, on reprend en fait les débats qu'il y a eu, même quand à la création de l'IASPM, branche francophone européenne, en 2006-2007, c'est-à-dire, oui, enfin, le premier colloque, là, le colloque organisé à Louvain-la-Neuve, c'est que finalement, ça permet, si vous voulez, au-delà des 25 textes, on a fait une intro générale, une grosse intro avec Guillaume. Et en fait, cette intro, c'est un peu une intro sur ça veut dire quoi les Popular Music Studies. Donc, évidemment, il y a la définition des Popular Music. Donc, il y a la définition qui serait plutôt du côté de l'œuvre, plutôt du côté du texte, plutôt du côté de chez les musicologues, donc plutôt, qui vient aussi bien Tag, mais des créateurs de Middleton ou de gens qui sont plutôt en musicologie sur l'espèce de dialectique art, folk, populaire. Et puis, il y a aussi la définition plutôt du côté des sciences sociales, c'est-à-dire à partir du moment où on met le terme populaire, forcément, il y a une tension parce qu'il y a des rapports de pouvoir et donc, finalement, il y a le rôle du commerce, du business, mais il y a aussi la résistance, les luttes et tout ça. Donc, il y a un peu ces deux manières de pourquoi est-ce qu'on assume musique populaire en France. Il y a des chercheurs qui assument musique populaire et qui préfèrent utiliser musique populaire, donc au pluriel, plutôt qu'utiliser d'autres termes. Donc voilà, on réexplique ça, on réexplique un peu ça dans l'intro. Et puis évidemment, il y a la question des studies, parce que la question des studies, ça nous ramène plutôt du côté des cultural studies, c'est-à-dire cette idée on se focalise davantage sur une thématique qui est donc les popular music, plutôt que de privilégier l'approche disciplinaire, parce que voilà, il y a toujours cette incantation à la pluridisciplinarité, à l'interdisciplinarité, mais finalement, en France, ça décolle pas. On est toujours suspecté de plus faire de la science quand on fait de la pluridisciplinarité, etc. Et donc là, le côté studie, c'est assumer ce truc, comme la plupart d'entre nous qui sont allés dans des colloques internationaux de l'ISPM l'ont vécu.
cette espèce de choc où on discute d'une thématique et après, éventuellement, on parle de la discipline qu'on a et de l'approche et donc on est plutôt dans des côtés où on peut créer des concepts disciplinaires comme la notion de scène ou comme la méthode ethnographique qui peut être utilisée dans toutes les disciplines. Donc, il y avait aussi cette affirmation-là. Voilà pour le deuxième point. Je ne sais pas si tu veux dire des trucs, Guillaume. Ouais, du coup, je rajouterais juste ça. En fait, c'est un peu ce que tu as dit, hein. Il y avait la frustration que, en fait, des fois, le travail sur certaines thématiques soit pas très cumulatif parce que il y a un article ou un auteur issu des Popular Music Studies qui va être récupéré, mais sans tous les débats qui vont avec et sans l'ensemble des textes. Et du coup, aussi une des logiques en faisant le reader, c'était de se rendre compte ou de mettre en relief que les Popular Music Studies avaient eu des apports épistémologiques dont pouvaient bénéficier des disciplines dont ce n'était pas forcément l'objet au départ, ou alors des gens qui, par exemple, seraient en sociologie à travailler, je ne sais pas moi, sur la musicalisation du quotidien, de se rendre compte qu'il y a déjà des choses qui sont proposées, il y a déjà des concepts, et donc de mettre en avant en fait ce travail de concept qui existe déjà dans ce champ, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, on va redébattre après et tout ça. Et il y a quelqu'un qui parle? Ouais. Donc, bon, alors, le troisième point, le contenu du reader en Popular Music Studies français, entre guillemets, anthologie de musique populaire. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'était que, évidemment, c'est un challenge en tant que tel, hein. C'est que, du coup, on part quand même d'une dynamique. Ben, déjà, on baigne dans quelque chose qui est plutôt anglophone parce que déjà, le reader, donc le contexte de proposition du bouquin, c'est déjà un truc un petit peu euh, difficile d'accès. D'ailleurs, il y a des journalistes, ils ne comprennent pas trop ce que c'est, ce truc, ce bouquin. Enfin, c'est quoi notre place dans le bouquin, c'est quoi la place des auteurs. Enfin, donc, et puis après, évidemment, il y a la place de la recherche à la française, dans la French Touch, on pourrait dire, dans la dynamique globale. Et alors ça, bon, évidemment, c'est hyper compliqué parce que en fait, on a eu ce débat avec Guillaume de savoir est-ce qu'on fait un peu un est-ce qu'on fait un truc où on met aussi des textes en français natifs, ou alors est-ce qu'on reprend des textes internationaux qu'on traduit en français? Et finalement, on a été d'accord pour uniquement prendre des textes traduits de l'anglais parce qu'on s'est dit que finalement, ce serait peut-être un autre boulot. Alors déjà, même le boulot, il est double. Parce qu'en fait, on s'est dit, est-ce qu'on traduit aussi des textes d'autres langues que l'anglais? Mais finalement, on a fait que traduire des textes de l'anglais, parce que si vous avez pratiqué un petit peu l'ISPM, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui sont ici, vous savez que, par exemple, il y a aussi des luttes, par exemple, sur toute la dynamique latino et toute la vague, enfin, notamment tout ce qui se passe en Amérique latine au sein de la logique mondiale, ou même ce qui se passe en Asie, ça fait des tensions dans les colloques internationaux. Et finalement, on s'est dit, OK, on va déjà traduire les textes en anglais, mais qui circulent de manière internationale, c'est-à-dire qui sont hyper souvent cités, que des gens pas forcément anglophones citent, et au moins ces textes-là. Donc, il faudrait peut-être faire un autre tome un jour avec des textes, par exemple, traduits du japonais ou traduits d'autres langues. Et il faudrait aussi peut-être faire un truc aussi avec des auteurs français. Et maintenant, on a mis quand même un auteur français. Donc, on a mis un texte de Antoine Aignon. Et en fait, on a mis un texte d'Antoine Aignon. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, lui, il était dans le bureau de l'ISPM au début, c'est-à-dire vers le milieu des années 80. Et donc, il a organisé la biennale de l'ISPM en 89. Et surtout, il a fait un texte
en 83 qui est paru dans Popular Music. Et ce texte-là, il est cité, enfin, il fait partie un peu des textes qui sont tout le temps cités. Et donc, en fait, c'est ce texte-là qu'on a mis, même si on avait, en fait, on avait édité dans le numéro qui était dirigé par Jedediah sur Écoute, on avait mis la version française de son texte paru en anglais dans Popular Music Studies, pas en Popular Music en 83. Et donc là, on l'a remis dans l'anthologie. Mais donc voilà, c'était un peu pour dire que quand même, le texte d'Antoine Aignon, enfin, évidemment, avec toute son approche de intermédiaire, médiation, pragmatisme, en fait, il a fait partie en fait de la grammaire des débuts des Popular Music Studies, donc c'est pour ça qu'on voulait le mettre. Et après, mais c'était parce que le texte, il a aussi d'abord paru en anglais, après il a été traduit en français. Mais c'est pour ça qu'on n'en a pas mis d'autres. Et j'allais dire, bon, vous allez me dire, on a déjà, Catherine et moi, on avait dirigé Made in France chez Routledge, mais ça, c'est un bouquin donc, qui est paru en 2018, mais en fait, avec des chercheurs français, donc les chercheurs français de l'époque, enfin les chercheurs français qui avaient un peu pignon sur rue au milieu de la première décennie des années 2010, mais en fait, c'est pas un reader. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin voilà, c'est des auteurs français et c'est traduit en anglais. Mais en fait, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, mais est-ce qu'il y aura une version française à Made in France? Ben non, il n'y aura pas de version française, mais c'est vrai que si jamais on préparait un reader avec des textes français et qu'on le traduisait en anglais, ça pourrait aussi être intéressant. Mais sinon, enfin bon, vous voyez un peu ce truc-là. En fait, c'était compliqué, mais on a décidé de prendre vraiment la logique des textes publiés en anglais qui circulaient de manière internationale. Ce qui fait que finalement, on a quand même 9 nationalités différentes. On n'a pas que des Anglais et des Américains, parce que, enfin, par exemple, Fabian Holt, il est danois, et effectivement, il est pleinement dans la roue enfin, il publie beaucoup en anglais. Donc, du coup, il rentre dans cette logique-là. Donc, je voulais dire aussi que, ouais, enfin, c'est à peu près, oui, ça, j'avais mis ça, c'était le compte-rendu de Musique populaire, une exception francophone, le premier colloque là, dirigé par Christophe Pirenne, qui avait fait David Louzley, puis qu'on avait mis qu'on avait publié dans Volume, parce que justement, il revenait sur ce truc. Antoine Aignon, il avait un rôle particulier puisqu'il avait fait une première branche, enfin, c'est ce que j'avais dit dans ce colloque-là, qu'il avait fait une première branche de l'IASPM, mais qui s'appelait IASPM France, mais qui a duré enfin, qui s'est arrêté en 89. Et donc, près de 20 ans avant qu'il y ait la branche IASPMBF. Mais juste pour terminer là-dessus, on a aussi, avec Guillaume, ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est aussi dit qu'on allait pas se contenter de reprendre des textes piliers et d'en faire le reader, mais qu'on allait aussi ajouter quelques textes un peu challenger ou quelques textes un peu plus en marge ou un peu underground, mais qui ne sont pas forcément cités par tout le monde, même s'ils sont dans la logique globale des Popular Music Studies, parce qu'évidemment, c'est aussi ça un reader. Si jamais le reader, c'était simplement que de reprendre les 100% de textes consacrés, c'est pas comme ça qu'on avancerait. Et donc, en termes d'innovation, c'est bien aussi de mettre des textes plus récents ou un peu décalés. Ça, c'est quelque chose quand même que nous a appris aussi la dynamique Popular Music Studies et que nous a appris l'ISPM. Par exemple, le fait qu'on est ouvert et donc dans les premiers colloques ISPM, même si ça n'a pas forcément marché tout le temps, il pouvait y avoir des types du marketing qui bossent dans des majors ou alors des journalistes musicaux et que par exemple Simon Freeth ou Dave Lang, Dave Lang était plutôt journaliste même s'il donnait des cours à la fac et Simon Freeth était plutôt universitaire même s'il écrivait dans le NMI et donc ouais, il y avait aussi cette idée-là qu'a bien repris Audimat et donc par exemple le fait qu'on mette un texte de Simon Reynolds, c'était aussi pour coller un peu à cette logique Popular Music Studies de pas universitaire, donc tu n'as pas à débattre des concepts sur les musiques populaires. Donc il y a aussi ça dans le reader. Je ne sais pas si tu veux dire un truc, Guillaume. Non, c'est bon. Ah.
Bon, bah voilà, donc j'ai un peu lancé le truc pour qu'on puisse débattre. Si vous avez des questions à nous poser, c'est simplement, il reste un dernier point qui était comment ça se présente. Du coup, ça se présente de cette manière, parce qu'évidemment, vous savez toujours que quand on fait ça, ben, alors qu'on est en train de le faire, on se dit, ah zut, on n'a pas mis de texte de ça, parce qu'avec Guillaume, on s'est fait un peu des après-midi, on discutait, tout ça. On n'en a pas fait assez, mais parce que voilà, il y a eu le confinement, bref, c'est la vie. Mais même, vous savez toujours, quand un bouquin vient juste d'être publié, on se dit, c'est pas un processus. Alors on se dit, ah zut, ah non, mais là, j'aurais dû ajouter ça et tout ça. Mais malgré tout, on a, et même, par exemple, Guillaume, qui est toujours un peu speed, à un moment, il disait, ah non, en fait, je veux vraiment ajouter un texte. Et parfois, on a changé le plan à la fin, de trucs pour, parce que voilà, c'est aussi ça, le savoir et les débats et tout. Mais finalement, on a le, le reader, l'anthologie, puisque donc Popular Music Studies Reader, donc anthologie des musiques populaires. Donc elle se présente, anthologie, c'était le terme qu'utilisait la Philharmonie, mais en fait, par exemple, quand Maigret, Massé et Glevarec avaient publié l'anthologie des Cultural Studies, il l'avait aussi appelé l'anthologie. Donc, on fait une introduction générale et après, il y a 6 parties et Guillaume et moi, on présente chacune des 6 parties et après, il y a les textes dedans. Donc, ça, c'est le titre des 6 parties. À la croisée des esthétiques, carrière, subculture, carrière, subculture, scène, politique des identités, la production de la popularité, matérialité et normes du son, vers un nouvel héritage. Donc, sur le brainstorming, un peu sur les titres et tout, ça c'est. Guillaume, il a toujours plein d'idées et ça, donc ça c'est vraiment super cool de discuter avec lui pour ça. Et finalement, ça se présente comme ça au niveau des textes. Donc la première partie à la croisée des disciplines, donc vous voyez, il y a le texte de Philippe Tag, il y a un texte de Ian Butler. Ce qui est intéressant, c'est la première partie. Alors oui, il y a à peu près 70% des textes qui sont totalement inédits, qui n'ont jamais été traduits, et il y a 30% des textes qui ont déjà été publiés auparavant. Donc, par exemple, il y a le Butler, il a été publié dans Volume, dans le volume que Jedediah dirigeait sur Écoute. Et non, c'était dans le volume dirigé par Mathieu sur la reprise. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que Ian Butler, c'était une analyse de l'album Strange Little Girls, mais dans la première partie, c'est un peu un état des lieux de est-ce qu'on doit considérer, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut parler d'œuvre quand on parle d'un titre issu de, disons, la tradition du rock, quoi, entre guillemets. Donc, elle fait un peu l'état des lieux, des débats et des postures là-dessus. Et donc, ça, il est repris ici. Donc, il y a le texte d'Antoine Aignan, il y a un texte de Carole Vernaïs sur YouTube, un texte de Simon Reynolds sur la jungle et un texte de Mark Butler dont une nouvelle manière, une nouvelle façon de faire de la musicologie, une musicologie nouvelle manière à partir de l'étude des musiques électroniques. Non, mais c'est... Guillaume, tu as des trucs à dire là-dessus. Non, mais je préfère qu'on en discute dans la discussion. Ouais, Enfin, qu'on on pourra remettre les points. Ouais. La deuxième partie, en fait, ça, c'était vraiment mon dada. J'y tenais vraiment Bon, après, je ne vous raconte pas tous les périples, mais comme Guillaume avait proposé qu'on commence par un texte de Hebdige issu de The Meaning of Style, du sens du style, mais finalement, les droits étaient trop chers, blablabla. Enfin bon, bref, on a quand même 3 textes. Et il y a, évidemment, ce qui est intéressant, c'est depuis le temps qu'on l'attendait, au moins on l'a fait, au moins on aura fait ça. Il y a le texte de Will Stroh sur le texte qui est tout le temps cité quand on parle de l'analyse en termes de scène, donc qui vraiment a été comme un ouragan dans les Popular Music Studies, la notion de scène. Will Stroh, il réexplique un petit peu comment ça s'est posé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le texte de David Ace Mandel qui, en fait, remet
enfin en tout cas déconstruit ces nouvelles appellations post-subculture, enfin la subculture, enfin la notion de subculture ou la notion de scène, ou alors la notion de tribu même qui est apparue après, parce que Andy Bennett, il avait repris la notion de tribu. Et donc, comment finalement les avantages et les inconvénients de ces termes-là, en tout cas tels qu'ils étaient théorisés à l'époque où le texte est sorti. Après, il y a un point sur les politiques des identités. Donc là, c'était plutôt sur les questions race, classe, genre, articulation, intersectionnalité. Donc, Dinah Sharpley-Whiting sur l'image de la femme, entre guillemets, mulâtre, comme elle appelle dans les clips de rap américains. Chris Tinker, lui qui est en French Studies, mais alors ça, sur la masculinité dans Salut les copains. Michael Kramer justement sur l'évolution de la critique, de la critique musicale. Sarah Tanton donc sur le capital subculturel, et puis Steve Waxman qui, vous savez, est le président de l'ISPM US, qui est un spécialiste des arénas, de la tournée, des tournées, des grosses salles et tout ça. C'est un texte sur les groupes de métal et les tournées dans les grandes salles. Après, il y a une quatrième partie qui est plutôt du côté de la production, qui réfléchit plutôt sur l'industrie, la production. Texte de Timothy Taylor, un texte de Peter Sanneberger, le classique de 75, là, sur les cycles, comment finalement les rapports entre les grosses industries et puis l'indé ou l'underground est cyclique, on pourrait dire. Et puis un texte sur la musique live, parce que évidemment, la question du live, c'est une question qui, pendant longtemps, n'a pas été, disons, avait un peu disparu face à l'enregistrement, puisque finalement, les Popular Music Studies se sont quand même développés autour de la question des musiques enregistrées, et comment il y a un retour à la question du live, disons, voilà, dans ces 10 dernières années. Le 5, là, vas-y quand même, Guillaume. Non, pour le dire très rapidement, Ouais. en fait, le 5, l'idée, comme les chapitres fonctionnent un peu par enjeu, c'était de réfléchir à la manière dont il y avait des points de contact, des espèces de mouvements croisés entre des sound studies qui incorporaient des notions qui devenaient utiles et de plus en plus citées dans des travaux de réflexion sur la musique populaire. Typiquement, les travaux de Jonathan Stern sur le MP3, qui forcément deviennent un repère dans un certain nombre de travaux en musique populaire. Et de l'autre côté, comment les travaux sur la musique populaire avaient déjà fourni un certain nombre de concepts qui étaient arrivés, ou de résultats même, qui ensuite étaient, qui étaient repris ou qui intéressaient de leur côté de manière relativement autonome les sound studies. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer les points de contact entre ces deux champs, et aussi d'élargir peut-être la dimension un peu textualiste des fois des recherches sur les musiques populaires, en montrant comment, notamment Jérémy Wallach en parle beaucoup, comment on pouvait intégrer les questions de timbre, de compression, et quels enjeux allaient avec une définition un peu élargie de ce que constituait la poétique ou la disposition esthétique face à ces musiques. Voilà. Merci. Et puis voilà, puis il y avait une dernière partie, entre guillemets, pour ne pas conclure, mais de toute manière, tout au début, vous savez, il y a cette espèce de mythologie en fait des gens plus anciens, c'est-à-dire que, plus vieux, c'est moi quand j'ai bossé avec Guillaume, tout ça, je me suis dit, ah non, mais Guillaume, tu vas apporter des trucs, genre sur la plateformisation ou sur le numérique, tout ça, puis Guillaume, lui, avec son côté un peu laid back, il disait non, non, mais pourquoi? C'est pas ça qui est forcément le plus important, de coller à l'actualité. C'est important